Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Emmanuel présente Roméo Saganache. Il n'y a rien comme monter sur la colline du Parlement, dans la neige, l'hiver, quand il fait moins 20 dehors. Alors là, je monte la côte vers l'édifice de l'Ouest, le nouvel édifice de l'Ouest, qui vient tout juste d'être inauguré et où on est pas mal plus à l'étroit et qu'on apprend tous à découvrir. C'est ici que le député du NPD, Roméo Saganache, m'a demandé qu'on fasse l'entrevue. Son bureau, à lui, est dans un édifice voisin. Tout le monde sur la colline parlementaire fait des apprentissages en ce moment parce que l'édifice du centre, cet édifice que tout le monde connaît avec la Tour de la Paix, il est fermé pour au moins 10 ans pour un grand chantier de rénovation. Alors, tout a été déménagé dans l'édifice de l'Ouest. On n'est pas allé là depuis près de 10 ans, puis il est complètement réaménagé. Alors, tout le monde réapprend un peu à apprivoiser ce nouveau lieu. Toutes les salles, tous les dédales, tous les raccoins ont changé. Hop, on passe la casse, les portes s'ouvrent, tout est automatisé. Ça fait partie de la nouvelle donne politique là, de 2019 aussi. Oh, ça va? Ça, c'est bon. Alors là, je vais me trouver un petit coin tranquille. Hey, ça va bien? Hey, ça va bien, tu vas? Ben oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche une salle, je fais Roméo Saganache pour mon nouveau podcast. Okay. Ça, si vous vous demandez, c'est David McGuinty, le député d'Ottawa-Sud, libéral, frère de l'ancien premier ministre de l'Ontario. Ben oui, Ben oui, je sais. Mon premier souvenir de Roméo Saganache remonte aux années 90. Il menait la bataille des cris contre le projet du siècle. Rappelez-vous, là, le vaste projet de Grande Baleine. Premier cri à avoir gradué de la faculté de droit, il était à la fois admiré et conspué par certains, parce qu'il était admiré parce qu'il incarnait une nouvelle génération de leaders autochtones éduqués, cosmopolites, mais critiqué par une majorité québécoise, là, il faut le dire, parce qu'il incarnait tout autant un nouveau militantisme des Premières Nations, un débat qui est toujours aussi vif 30 ans plus tard. Là. De mettre ces chicanes de côté et de travailler vraiment sur la structure gouvernementale que nous voulons nous doter dans le territoire de la baie James, dans le territoire traditionnel des Cris. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les communautés? Le mode de vie traditionnel Cri, Roméo Saganache, il l'a dans la peau. Il faut comprendre qu'il est né sous la tente. Il a vécu les 7 premières années de sa vie sur le territoire, entouré de ses parents, ses frères, ses sœurs. Et ça, c'était avant d'être arraché à sa famille pour être envoyé dans un pensionnat autochtone. Il y a appris la colère, mais la discipline de survivre aussi. Et s'il a été tenté de renouer avec un mode de vie traditionnel, le grand chef des Cris de l'époque en a décidé autrement, l'a encouragé à poursuivre ses études et devenir finalement un de leurs grands leaders. La paix des braves, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, Roméo Saganache a été aux premières loges des grandes avancées des Premières Nations ici au pays et sur la scène internationale. Ans après son improbable victoire sous la vague orange comme député néo-démocrate, Roméo Saganache s'apprête à quitter la vie politique. Fier, serein aussi. Comment un homme qui a tant souffert et dont le peuple subit toujours tant d'injustices dans notre société peut-il demeurer optimiste? C'est là l'histoire de son destin. Je vous présente Roméo Saganache. Pourquoi avoir fait le choix de la politique active? Vous avez tellement eu d'influence comme négociateur, comme
vice-chef du... Tu sais, comme leader militant autochtone, pourquoi faire le choix de la politique active? Qu'est-ce que vous pensez? Ça m'a piqué la curiosité parce que pendant plus de 30 ans, 35 ans, je me suis battu de l'extérieur de ces institutions que sont l'Assemblée nationale et le Parlement du Canada, de l'extérieur des murs de ces institutions. Et je me suis dit, peut-être qu'il est possible d'imposer un changement de l'intérieur. Et c'est ce que je me suis dit, et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis plus de 7 ans et demi maintenant. Je suis vers la fin de mon mandat. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Parce que ça a été à la hauteur de vos attentes, la vie politique? Oui, c'est même si je me représente pas, c'est une décision que j'avais prise même avant d'être élu en 2011. Je l'avais mentionné à Jacques avant d'être élu, que j'essaierais de faire 2 mandats. Ce fut une très belle expérience. J'ai adoré cette expérience. Les 2 objectifs principaux que je me suis donné, ma loi sur la Déclaration sur les Nations Unies des droits des peuples autochtones, qui est passé le Parlement et maintenant devant le Sénat. J'espère que le Sénat va le passer avant la fin du 42e législature. Et la capacité de pouvoir m'exprimer dans ma langue, dans cette institution, que j'avais soulevée dès 2011. Mais vous vous exprimez, c'est quand même hallucinant, vous vous exprimez en cri au Parlement, puis dans les comptes rendus des débats, il est écrit « s'exprime en langue autochtone ». Oui. Est-ce que c'est un de vos combats de changer ça? Oui. C'est pas un peu, il y a 58 langues autochtones au Canada? Qui sont encore parlées, oui. Mais on peut pas avoir de la traduction pour 58 langues autochtones au Canada. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que c'est peut-être pour garder ça pour la révolution réelle. Un jour, il n'y aura pas 338 députés autochtones qui parlent 58 langues dans cette chambre demain matin. Il y en a 2 seulement qui parlent leur langue couramment. Ma collègue Georgina Jolibois qui parle le Dene et moi le Cri. Les autres 8 ou 9 députés autochtones ne parlent pas couramment leur langue. Donc, ça n'arrivera pas pour demain. D'autre part, le Bureau de traduction et d'interprétation du Parlement a une banque de 120 traducteurs, interprètes dans plus de 20 langues autochtones. OK. Donc, les outils sont en place. Il y a un effort à faire. C'est juste technologiquement, c'était pas possible dans notre place avant. Ça va l'être maintenant? Ça l'est maintenant. Il y a 3 lignes qui sont installées. Donc, sur notre motion d'opposition jeudi sur les questions de logement, je vais faire mon discours en cri. Qu'est-ce que ça représente pour... Mais c'est ça la réconciliation? Oui, c'est non seulement une manière de décoloniser la place, et c'est ce que j'avais dit à la greffière quand je suis arrivé en 2011, parce que j'avais demandé dès 2011 si je pouvais poser mes questions en cri et faire mes discours en cri. Et on m'avait répondu à l'époque que c'est très bien en tant que juriste que les 2 langues officielles ici, c'est le français et l'anglais. Réponse que j'ai trouvée inacceptable à l'époque parce que comment ça se fait qu'une langue qui est parlée depuis 7000 ans, avant même que le français ou l'anglais soit entendu ici en ces terres, ne puisse pas être... Ces langues-là devraient être des langues officielles, selon vous? Mais on devrait tout de même reconnaître leur statut spécial en ce pays. Donc, dorénavant, et j'étais le premier témoin devant le comité permanent des procédures et des affaires de la Chambre, j'étais le premier témoin devant le comité. J'ai fait mon témoignage en cri dès ce moment-là. Ça sera possible maintenant et dans les registres de débat, il y aura dorénavant la traduction en cri. Vous parlez de votre projet de loi qui vise à mettre en œuvre finalement, comme la loi canadienne, la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. Je lisais cette déclaration-là, puis je me disais, pour mettre ça en œuvre, là, c'est une révolution de la société canadienne, objectivement, là. Oui, absolument. Absolument. Je
je suis très conscient de ce que je fais avec ce projet de loi. Le gouvernement actuel l'avait promis pendant la campagne électorale. Ça fait pas partie des promesses. Tout le monde veut la réconciliation. Il n'y a pas un sentiment que tout le monde veut la réconciliation avec les Autochtones. On se rend compte des torts immenses qui vous ont été causés. Mais là, quand on rentre dans l'application de ça, le mettre en œuvre, comment vous décririez l'impact que ça aurait sur notre société blanche, là? Puis, pour mettre ça crûment, là. S'il y a un document complexe qui reconnaît les droits des Autochtones, c'est bien la Convention de la baie James et du Nord québécois. Donc, tout est détaillé. Le développement social, culturel, économique, éducationnel, tout est là-dedans. Sécurité publique, commission scolaire CRI, commission conseil de la santé et des services sociaux CRI, la police régionale CRI, tout est là-dedans, incluant les droits de chasse et de pêche et CRI. Donc, quand cette entente a été signée, je me souviens très bien, en 1975, d'avoir entendu, par exemple, les associations de chasse et de pêche de la province du Québec, parce que la Convention de la baie James reconnaissait le droit des CRI de chasser, pêcher toute l'année, toutes les saisons, sans suivre les règlements de la province. Mais ces gens-là disaient, mais voilà pour le cheptel de l'Orignal, les caribous, tous nos lacs vont être vidés dans 2-3 ans déjà. Ouais. Les caribous de Val-d'Or, c'est les forestières. Hein? Oui. Donc c'était la crainte, mais ça a eu l'effet contraire. Les CRI ont survécu de chasse et de pêche pendant 7000 ans. Ils élimineront pas ces ressources-là du jour au lendemain, c'est sûr. Donc, la crainte qui était exprimée au départ s'est transformée en bénéfice pour tout le monde, dans le fond. Quand les règles du jeu sont claires, tout le monde s'entend. Mais regardez... D'où les 80 ententes que nous avons signées depuis 1975. Mais regardez tout le débat en ce moment, par exemple, dans l'Ouest canadien, autour du pipeline Trans Mountain, autour du gazoduc, où on a des chefs autochtones qui sont d'accord et qui signent une entente, qui sont pas respectés et dénoncés par les chefs héréditaires. Si on veut mettre ça en place, est-ce qu'il faut pas qu'il y ait un ménage dans la gouvernance autochtone? Oui, absolument, totalement. Parce que c'est ingérable, on s'entend, là. Totalement. Et j'ai posé la question hier au premier ministre par rapport à la loi sur les Indiens, qui est considérée par le Comité des droits de l'homme des Nations unies, que ce comité qui est composé d'experts en droit international, pas la Commission des droits de l'homme, mais le Comité des droits de l'homme, qui condamne encore le Canada parce que la loi sur les Indiens est encore discriminatoire envers les femmes autochtones. Donc j'ai posé la question. Parce que le premier discours du premier ministre en décembre 2015, devant les chefs de l'Assemblée des Premières Nations, il a dit 5 choses, dont notamment, il a promis qu'il abrogerait toutes les lois qui ont été unilatéralement imposées sur les peuples autochtones par les gouvernements précédents. C'est une des promesses en décembre 2015. Et quand j'étais dans la salle, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, voilà, on va abroger la loi sur les Indiens. Alors, l'effet de mon projet de loi sur la Déclaration des droits des peuples autochtones, c'est de déterminer les normes minimales à respecter. Donc, si on a changé la loi sur les Indiens, mais la norme minimale va être l'article 3 de la Déclaration, qui est le droit à l'autodétermination des peuples autochtones et de se doter de leur propre institution. Mais vous craignez pas qu'on soit dans... C'est une mode, mais on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout. Mais mon projet de loi... On en parle encore, là, de la réconciliation, les langues, l'éducation, le nouveau système, les services sociaux où on arrache les... Je veux dire, ça fait depuis que je suis à Ottawa qu'on parle de qu'est-ce qui a changé, qui vous donne espoir maintenant que ça va s'améliorer? La Commission de vérité et de réconciliation avait plusieurs recommandations ou appels à l'action. Le principal pour moi est l'appel à l'action 44, qui demande au gouvernement du Canada, aux provinces, aux territoires et aux municipalités de pleinement adopter et de mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones comme cadre de réconciliation. La réconciliation, c'est un processus. C'est pas un truc qu'on fait
une fois et c'est terminé. C'est un processus dans le temps. Et donc, à chaque occasion que nous avons, faisons-le sur la base de cette déclaration. Ce que mon projet de loi fait essentiellement, c'est de mettre en œuvre l'appel à l'action 43 et 44 de la Commission de vérité et de réconciliation, d'une part, et d'autre part, confirme l'application de la déclaration en droit canadien. Donc, ça va au moins donner les moyens de poursuivre un gouvernement qui ferait pas ce qu'il faut. Oui. C'est ça que vous dites? Donc, tout est déjà là. Cette déclaration a application. Contrairement aux conventions internationales ou aux traités que nous signons au niveau international, une déclaration, c'est différent. Mais cependant, ça ne veut pas dire que les déclarations n'ont pas d'effet juridique, comme on dit dans notre jargon juridique. Ça a des effets juridiques parce que les tribunaux et les juges peuvent y faire référence pour interpréter le droit domestique. Êtes-vous québécois? Non. Ni canadien, d'ailleurs. Je suis pas québécois, je suis pas canadien. Je suis cri, profondément cri, et profondément conscient de qui je suis. Et d'ailleurs, un des articles de la Déclaration protège cet état de fait. L'article 5 de la Déclaration, on l'a négocié et formulé de cette façon-là, expressément pour des personnes comme moi qui se trouvent dans des institutions comme le Parlement. Donc, ça reconnaît le droit aux individus autochtones de participer dans le processus politique et autres du pays sans perdre leur statut en tant qu'Autochtones et leurs droits en tant qu'Autochtones. C'est l'article 5 de la Déclaration. Alors, pour chaque article que nous avons négocié... C'est pour ça que ça a pris 23 ans. Oui, mais pour chaque article que nous avons négocié et rédigé, on avait toujours en tête un exemple quelque part sur la planète. Toujours. Quand on a négocié le droit à l'autodétermination, article 3, on avait l'éventualité d'un oui à un référendum au Québec. Et qu'est-ce qu'on fait avec les Autochtones dans ce contexte-là? Oui. Alors, il va falloir considérer leur droit à l'autodétermination. Je sais, parce qu'on me l'a dit, même si la Cour suprême n'a pas, dans son opinion sur la sécession du Québec, traité du droit à l'autodétermination des peuples autochtones, ça a été soulevé dans la discussion. On n'a pas cru bon de le mettre dans l'opinion de la Cour suprême. Je tiens cette information de source sûre, mais ça a été discuté parmi les juges. Donc, c'est une bataille qui va revenir, cette bataille-là. Certainement. On voit dans tout le débat la prise de conscience sociale, je pense, la nouvelle voix qu'on donne aux Premières Nations au pays. Quel est votre rapport au débat sur l'appropriation culturelle? J'ai tellement de chats à fouetter. Vous en êtes pas... J'ai tellement de chats à fouetter que j'ai pas... je sais que c'est important pour beaucoup d'Autochtones au pays et je réalise pourquoi. Mais moi, je suis sorti du pensionnat. Je suis un survivant des pensionnats et j'ai passé au-delà de ça. Parce que j'en ai rien à foutre. Non. Ce que je dis, c'est que je laisse cette bataille-là à d'autres. Moi, j'ai d'autres choses à faire que ça. Je peux pas mettre de l'énergie, d'effort là-dessus. Je laisse. On peut pas toutes les prendre. Ça, j'ai réalisé ça très tôt dans ma vie. Quand ma mère m'a dit, chaque fois qu'il y avait un article qui était pas favorable dans les journaux, que j'en parlais avec ma mère, elle m'a dit une fois, ma foi, si tu veux répondre à tous les articles qui sont défavorables aux peuples autochtones, tu n'auras que ça à faire pendant 24 heures de temps, à tous les jours. Alors, choisis tes batailles, et c'est ce que je fais. L'exemple que j'aime le plus dans tout ça, c'est que dans nos concepts juridiques autochtones, les concepts de consentement ou de veto n'existent pas. Mais il y a quelque chose qui est entre les deux, qui existe dans nos concepts juridiques, et c'est Patishinaaganut qui veut dire donner la permission. OK. Donc, on a incorporé ce concept dans la paix des Mâles. Le chapitre 3 qui traite de la foresterie incorpore ce concept de permission.
C'est un accord, Oui, c'est maintenant intégré dans l'entente, la paix des braves, chapitre 3. Ça, c'est plus important. Oui, et donc, c'est tout le processus. Quelqu'un prend la peine de lire ce processus qui est prévu par la paix des braves, chapitre 3, qui concerne la foresterie, et tout le processus d'accorder cette permission est très autochtone comme processus. Donc, ça permet aux chasseurs qui sont toujours sur le territoire de déterminer où les compagnies forestières peuvent couper. Mais il y a un... Regardez ce qui se passe à Val-d'Or en ce moment. Il reste quoi? À peine 17 caribous dans la harde. 2 mâles, probablement. Il y a un rapport qui a été fait, puis ça coûterait comme 50 millions, là, tu sais, mettre ce qu'il faut là, pour réparer les chemins, puis s'assurer qu'ils puissent... Puis l'argument de toute la communauté, malgré la réconciliation, malgré les trucs, puis vous me direz, c'est peut-être pas sur un territoire cri, mais c'est de dire, hey, écoute, là, on va quand même pas dépenser 60 millions pour 17 caribous. Mais c'est le même problème qui se pose pour les ressources ailleurs aussi. Oui. C'est un choix que nous avons à faire. Parfois, les choix sont très difficiles, j'imagine, mais c'est un choix de société aussi. C'est sûr que si tu me demandes à moi si on doit sauver ces caribous, la réponse est définitivement oui, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. J'en suis pleinement conscient de ça aussi. Mais c'est des choix que nous avons à faire. Et il reste dans la vallée de la Mud-Black où j'ai grandi, le caribou des bois qui est encore là. Et leurs habitats est très, très essentiel. Une dernière parcelle de territoire des cris de Waswanipi qui reste intouché par la foresterie présentement, c'est le territoire traditionnel de mon père. D'où l'importance pour moi de cette partie du territoire. Donc, puis la présence de caribou des bois dans ce secteur. Oui, c'est important de les protéger. Si c'était uniquement mon choix, oui, j'y vais pour la protection. Je pense que les développeurs, les forestiers, les compagnies minières, bien sûr, ils ont d'autres intérêts à protéger que les ressources fauniques. Donc, c'est les défis que nous avons. Et une circonscription comme Abitibi-Baie-James et Nunavik-Ayiu, c'est très difficile parfois d'équilibrer les différents intérêts et droits dans ce territoire. Il y a une grande partie de la circonscription qui est couverte par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, donc un régime constitutionnel très distinct du reste de la province et du reste de la circonscription. Il y a les droits et les intérêts des Algonquins au sud de la circonscription que nous devons considérer sérieusement, dorénavant, je pense, dans cette ère de réconciliation, pour revenir à ce concept. Donc, il y a tout ça mélangé et la plupart des villes non autochtones dans la circonscription dépendent de la ressource forestière et minière, partie hydroélectrique, mais principalement forestière et minière. Donc, il y a un très grand équilibrage à faire dans cette circonscription. Et je suis heureux de constater qu'il n'y a pas eu beaucoup de conflits depuis bien longtemps par rapport à tout ça. C'est pour ça qu'on devrait arrêter d'avoir peur de négocier puis d'en venir à des ententes. Oui. Quand je souligne les 80 plus ententes que les CRI ont signées depuis 1975, ça, c'est le consentement en action. J'avais dit une fois, quand j'étais vice-grand-chef en 1990, à Mme Bacon, qui était ministre des Ressources naturelles et de l'énergie à l'époque, en commission parlementaire, par rapport au projet Grande Baleine qui était sur la table à cette époque-là, j'avais dit en commission parlementaire à Mme Bacon, si vous étiez venu voir les CRI, si vous aviez dit, voici le projet qui nous intéresse, qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il moyen de s'entendre? L'histoire de Grande Baleine aurait été très différente. Puis ce que vous avez fait la même chose il y a 20 ans, au début des années 70. Vous avez annoncé en grande pompe le projet du siècle, sans avoir parlé au CRI, sans avoir informé au CRI, sans avoir obtenu la permission des CRI. À 90, vous faites la même chose, vous faites la même erreur, vous allez payer pour. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé.
Et c'était farouche comme lutte parce que... Mais je m'en rappelle, moi, vous étiez à la télé tous les soirs, vous étiez le... C'était farouche comme lutte parce que l'Hydro-Québec y tenait, le gouvernement du Québec y tenait, mais nous, on était farouchement opposés parce que depuis la signature de la Convention de la baie James, la plupart des chapitres n'avaient pas été respectés ou mis en œuvre. Alors les cris ont dit à ce moment-là, pourquoi signer une nouvelle entente quand la première, en 1975, n'a même pas encore été respectée? Alors, il était absolument certain qu'on pouvait pas aller dans ce sens-là. Et même Mme Bacon, à l'époque, avait suggéré dans les médias que ça coûterait peut-être $1 milliard pour obtenir leur permission au consentement. Et c'est à ce moment-là que j'avais dit, je me souviens encore, notre culture n'est pas à vendre. Parce que tout le monde pensait qu'on faisait ça comme position de négociation. C'est quoi la culture pour vous? C'est l'ensemble. C'est le territoire, c'est l'histoire du peuple cri, c'est le mode de vie des cris, c'est la langue cri, c'est tout ça mis ensemble. Je suis fier de mon peuple, je suis fier de mon histoire, je suis fier de ce territoire. C'est un des plus beaux coins de la planète pour moi. Et je suis très fier d'où je viens également. Donc, dans ce sens-là, j'attache une très grande importance à ce territoire. Le rapport à la terre est très fort chez les Cris. Expliquez-nous, parce que je pense que c'est quelque chose que les gens qui nous écoutent, on grandit dans les villes, on ne saisit pas cette importance-là. C'est quoi? Mais moi, quand j'arrive dans mon territoire traditionnel, et surtout dans la vallée où tous mes ancêtres ont grandi et sont enterrés aujourd'hui, dans la vallée de la Broadback, où se trouve également le lac Michigimish, où je suis né, sur le bord de ce lac. Michigimish, qui veut dire grand petit lac. Et vous le trouverez pas sur la carte du Québec parce que je pense que sur la carte officielle du Québec, c'est le lac Théoda. Mais en langue cri, on l'appelle depuis toujours Michigimish. Donc, lorsqu'on y arrive, on sait que l'ensemble de nos ancêtres sont enterrés quelque part pour moi dans cette vallée de la Broadback. Donc, l'attachement à cette partie du territoire cri est très profond à cause de ça. Et c'est pas pour rien que j'ai insisté, lorsque nous avons négocié la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qu'on mentionne spécifiquement cet attachement spirituel que nous avons avec nos territoires traditionnels. Et c'est le seul instrument de droits humains au niveau international, en droit international, qui mentionne spécifiquement des droits spirituels à nos territoires et à nos ressources. Donc, c'est l'article 25 de la Déclaration. Donc vous le sentez physiquement oui, quand vous... absolument. Absolument. Et partout où je vais sur ce territoire, je me sens à l'aise, je me sens protégé par quelque chose. Je sens que je trouverai et je trouve toujours tout ce que j'ai besoin sur ce territoire, que ce soit les animaux, les poissons ou les plantes. À chaque fois quand j'ai une grippe, mais c'est les plantes de chez moi qui pas me du guérissent. Tylenol. Non, c'est les plantes de chez moi qui me guérissent. Encore aujourd'hui. Est-ce que c'est ça la douleur des pensionnats que le reste de la société peine à comprendre? Oui. Ah oui, évidemment, quand l'automne, quand on venait nous chercher, c'était difficile, autant pour nous que nos parents, j'imagine. Et quand tu vides des villages entiers d'enfants à tous les automnes, ça doit être terrible pour la communauté également. Donc, c'est des moments comme ça qui étaient difficiles. Mon père est décédé la première année que j'étais
au pensionnat sans qu'on puisse retourner pour dire un dernier au revoir. Je me rappelle encore du directeur, le prêtre, qui nous a convoqués il y avait un système d'intercom dans le pensionnat qui avait deux ailes, 3 étages, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Il y avait un système d'intercom où le directeur pouvait nous parler. Le matin qu'il a appelé la famille Saganache à son bureau, je savais très bien c'était quoi la mauvaise nouvelle. Ah oui? Pourquoi? Parce que mon père était malade quand je suis parti. Alors, il nous a annoncé son décès et dans la même phrase, nous annonce également que le pensionnat ne disposait pas d'argent ou de budget pour nous renvoyer chez nous pour les funérailles. Donc, et je me rappelle mes frères et sœurs qui étaient dans le même pensionnat parce que nous étions 14 et on nous a envoyés dans 4 pensionnats différents. Donc, je me rappelle les autres pleuraient et moi, j'étais tellement enragé devant la nouvelle que j'ai continué à le regarder dans ses yeux sans pleurer. Tellement que j'étais enragé de la situation. Et pour revenir à ta question initiale, je me suis dit, dès ce moment-là, et j'avais presque 7 ans, 8 ans, dès ce moment-là, je me suis dit, OK, je dois accepter mon sort. Mon père est maintenant parti, mon idole est maintenant parti. Je dois accepter mon sort et d'essayer de tirer le maximum de cette mauvaise situation dans laquelle je suis. C'est mon sort, c'est mon destin en tant que petit enfant indien. Parce que c'est la seule raison que j'étais au pensionnat. Donc, je dois l'accepter. Les moniteurs, entre autres, trouvaient que j'avais une sagesse, mais aussi une maturité pour mon âge. Ça m'a aidé en quelque sorte. C'est cette colère qui vous a protégé, vous pensez? Oui. Ce qui fait que vous en êtes mieux sorti? Probablement. Plusieurs de mes amis ont subi des sévices physiques, sexuels et autres, même spirituels, émotionnels, certes. Mais c'est cette force, moi, qui m'a protégé, je pense. Et d'autant plus que lorsqu'on m'a annoncé le décès de mon père, pendant 2 ans, j'ai refusé de leur parler. Ah oui, je me souviens même une journée où le prêtre m'a offert 25 cents, et c'était beaucoup à l'époque, pour que je puisse au moins dire oui ou non. Mais pendant 2 ans, j'ai refusé de leur parler. Je parlais avec mes amis, même si on n'avait pas le droit de se parler en cri. Mais je parlais quand même avec mes amis, mais avec les gens qui géraient le pensionnat, non, pendant 2 ans. Est-ce que c'est... Êtes-vous tanné d'en parler des pensionnats? Puis qu'on vous pose les... Je suis comme gênée de vous en parler, parce que je me dis, il doit être tanné d'en parler. Mais, tu sais, la Commission de vérité et réconciliation nous recommande d'apprendre cette partie de notre histoire, cette triste partie de notre histoire tragique. Donc, c'est devenu ma mission également. C'est sûr que c'est difficile d'en parler, parce que lorsqu'on demande aux survivants des pensionnats de parler des pensionnats, c'est une invitation de revivre certains traumatismes. C'est intime aussi. C'est très intime, mais autrement, c'est devenu ma mission. Une des choses que je me suis promis de faire en sortant du pensionnat, c'est 2 choses que je me suis promis. D'une part, d'aller dans le bois, retourner vivre dans le bois, ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et la deuxième chose, c'est de me réconcilier avec les personnes qui m'ont mis dans les pensionnats. Et ça fait partie de ma mission. Et donc, êtes-vous capable? Oui. C'était pas évident au départ, mais tout ce que je fais maintenant est par rapport à cette réconciliation. Mon projet de loi privé comme parlementaire c'est ça. est une... Est-ce que c'est vrai que vous en avez jamais parlé à votre mère? Non. Elle aussi a vécu cette... Puis elle a perdu des enfants. Vous avez des frères et sœurs qui sont... Oui, le premier qui est parti, avant même que je suis né, que je sois né, en 54. Johnny, je suis parti, est mort
dès la première année à 6 ans. À ce jour, on sait même pas de quoi il est mort. Il n'y a pas de certificat de décès, bien sûr. Pendant 40 ans, on n'a pas su où il était enterré, même. Et c'est le hasard qui a fait. Ma sœur qui a travaillé longtemps pour les services nordiques de Radio-Canada à Montréal, près de 30 ans, je pense. Elle vient de prendre sa retraite. Le hasard a fait qu'elle tournait à Moose Factory, où l'école était pour lui, le pensionnat. Et il y a une femme qui a su que Emma Saganash était dans le village avec son équipe de tournage. Faisait une histoire, comparaison entre les cris de la baie James au nord du Québec et les cris de l'autre côté de la baie en Ontario. Et cette madame était une infirmière au pensionnat. Et quand elle a su qu'Emma était là, elle l'a trouvé dans le village, puis elle a demandé « Est-ce que tu avais un frère qui s'appelait Johnny? » Puis elle m'a dit oui. Puis la madame lui a dit « Je sais où est-ce qu'il est enterré. » Ouais. Fait qu'après 40 ans, ma mère a finalement pu tourner cette page. Parce qu'on savait pas où est-ce qu'il était enterré. Et j'ai souvent vu ma mère pleurer quand on lui a donné cette nouvelle. J'ai jamais vu pleurer comme ça. Jamais. Donc, c'était un deuil finalement qui a tourné une page triste de son histoire. Et c'est pour ça que souvent, elle refuse de parler de ces choses-là. Ah oui, encore maintenant, hein? Jusqu'à ce jour. Je lui parle quasiment toutes les semaines. Elle est rendue à 90 ans maintenant. Oui, puis elle a quoi? 258, 282 enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ouais, on a arrêté de compter après. C'est une force de la nature. Oui. Donc, on a arrêté de compter. Mais ça, c'est dans une boîte, puis elle ne veut pas en parler. Non. Alors, je pense que c'est terminé. Elle a tourné cette page. Elle est très contente d'avoir tous ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants en ce monde et elle les adore. Elle les adore beaucoup. Et elle observe ce que les autres, ses enfants font aujourd'hui. Elle est très fière, bien sûr, de moi au Parlement. Très fière que j'ai beaucoup travaillé pour qu'on puisse s'exprimer dans notre langue au Parlement. Maintenant, c'est possible. Donc, je suis content de voir ça. Je pense que elle voulait voir ça avant de mourir et elle va le voir. Vous qui avez perdu votre père, qui avez grandi dans les pensionnats, mais qui êtes père aussi, vous avez 3 enfants. C'est quoi un bon père? C'est quoi un père? Mais moi, tout ce que je peux donner en tant que père à mes enfants, c'est l'amour que j'ai eu pendant les 7 premières années de ma vie, de mes parents. La façon qu'ils m'ont élevé, la façon qu'ils m'ont traité, la façon qu'ils m'ont enseigné beaucoup de choses. Donc, c'est tout ce que je connais de l'amour, en fait. Alors, je fais mon possible, parce que c'est pas tout à fait ce que j'ai connu pour les 10 prochaines années, quand on m'a enlevé, à partir de 7 ans. Donc, c'est pas tout à fait l'amour qu'on a connu dans ces pensionnats, mais on essaie de faire notre possible. Et j'espère avoir fait tout le bien que j'ai pour mes enfants, envers mes enfants. Est-ce que ça a été un difficile apprentissage, vous qui n'avez pas connu ça pendant une partie de votre vie? Parce que ça fait partie des cicatrices des pensionnats, on dit souvent. Bien sûr. C'est dur, c'est difficile. On n'est pas toujours certain qu'on fait ces choses-là de la bonne façon. Ça, c'est clair. Parce qu'on n'a pas nécessairement appris. Mais j'ai quand même connu toute cette tendresse, cet amour de ma naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. Et c'est ce que j'essaie de donner à mon tour à mes enfants et à mes 2 petits-enfants maintenant. Quand vous voyez votre fille, Maïté, prendre le relais, elle est devenue, je pense, une figure là de cette nouvelle génération de militants, de militantes autochtones. Est-ce que vous craignez le poids des responsabilités sur ses épaules à elle, un peu comme vous avez dû le porter? Ça n'a pas toujours été facile.
Mais Maïté, elle a une maturité qui est exceptionnelle pour son âge. Ça, c'est très clair. Je pense que tout le monde voit ça en elle. Mais j'ai confiance en son jugement. Je sais que, tout comme moi, à l'instar de son père, elle est approchée à chaque élection pour se présenter. Ah oui, hein? Mais elle est assez sage et Vous voulez mature. pas qu'elle se présente tout de suite? Ce sera à elle de déterminer. Mais elle est assez sage et mature pour comprendre que elle est encore très jeune. Elle a encore beaucoup à apprendre. Ça elle sait très bien, malgré toute sa maturité. Donc, j'ai confiance, j'ai pas à la conseiller par rapport à ça. aussi drôle que ça puisse paraître. Puis je me permets de vous poser la question parce qu'elle-même en a déjà parlé. Elle a eu des problèmes. Elle a beaucoup souffert, elle aussi. Elle fait des tentatives de suicide. Quand on a autant souffert que vous, puis qu'on voit ses enfants comme ça, est-ce que la peur du cycle dont on peut pas se sortir pour vos peuples, pour vos nations? Je pense que oui, elle n'a pas eu facile, c'est certain. Même la dernière fois qu'elle a fait une tentative de suicide, c'était en pleine campagne électorale en 2015. Mais je sais. Et aussitôt que j'ai su, mon ami, mon grand ami que j'ai perdu l'an passé, meilleur ami en fait, on a fréquenté le même pensionnat. On a sauté dans la voiture tout de suite à 4 heures du matin. On s'est rendu à Québec. J'ai passé les 4 jours avec elle. J'ai manqué un débat pendant la campagne, au grand dam de mon gérant de campagne, qui me dit, tu peux pas manquer un débat. J'ai dit, si je perds mon élection à cause de ça, ça me dérange pas. Ça me fait plaisir. C'est mon enfant. Alors j'ai manqué un débat à cause de ça. Mais je pense que son retour vers le territoire, elle est maintenant à Mistassini, une des plus grandes communautés cri dans le territoire de la baie James. Elle est maintenant là. Ça lui fait grandement bien d'être parmi son peuple, d'être dans son territoire. Et ça paraît. Elle aime beaucoup ça. Donc, ça l'aide beaucoup, ça. Et il y a des études qui démontrent que ce retour au territoire, ce retour à la langue maternelle aide beaucoup pour la santé mentale de nos enfants. Alors, dans ce sens-là, je suis bien content de l'avoir allée présentement. D'autant plus, elle est avec ma mère, sa grand-mère, donc c'est bien pour ça aussi. C'est quoi la langue pour vous? Parce que vous avez un rapport différent de nous. C'est quoi la langue pour vous? Mais quand tu réalises que c'est une langue qui est parlée depuis plus de 7000 ans, que les ancêtres ont utilisé pendant longtemps, ça fait partie, bien sûr, de ton identité en tant que cri, mais aussi c'est une langue territoriale. Si tu ne maîtrises pas la langue, tu ne peux pas survivre dans le territoire. Parce que il y a une façon très particulière de décrire le territoire. Donc, si tu ne peux pas décrire la température, le territoire en tant que tel, les pointes sur le lac, les îles sur le lac, les vents, si tu peux pas décrire tout ça dans ta langue, tu ne peux pas survivre sur le territoire. Parce que c'est profondément attaché au territoire et aux conditions territoriales. Donc, on peut pas survivre en français dans un territoire cri. La géologie. Sans carte, là. Ouais, la géologie et tout. Chaque rivière a son propre nom. Chaque lac a son nom en cri. Chaque montagne, chaque colline a son nom en cri. Donc, quand les aînés me disent Waihu, c'est loin. Picheau, c'est très loin. Donc, c'est des choses comme ça qui sont, c'est des subtilités dans la langue qui font en sorte que c'est tellement une belle langue et que quand l'aîné m'explique que tu vas rencontrer cette colline très très loin d'ici vers le nord, je sais exactement comment il
il décrit le territoire et par où passer pour me rendre à cette colline, éventuellement. Et je vais le reconnaître par sa description. Et il va m'expliquer sur cette colline, du côté est, c'est là que sont les orignaux, par exemple. Donc tout ça fait partie de notre identité en tant que CRI et de notre survie sur le territoire. Et moi, lorsque j'aurai terminé ma carrière politique et professionnelle, je vais retourner en forêt et vivre en forêt. Même si c'est difficile? Ah oui. Dans des tentes, l'hiver, j'adore. c'est comme... Ah oui, j'adore. J'adore faire ça. Cette bouffe me manque. Ils servent pas d'orignal ou de castor ou d'outarde à la cafétéria ici. Mais c'est tellement difficile vivre sur le territoire comme il y a des millénaires. Est-ce qu'on peut avoir fait sa vie dans des hôtels, dans des autos, avec des beaux complets, avec tous les avantages de la vie moderne, puis retourner dans un mode de vie aussi simple et aussi difficile? Oh oui. Mais je l'ai fait après les 10 ans de pensionnat et je le fais encore de temps en temps quand j'ai le temps. Les moments les plus difficiles au pensionnat pour moi, c'était de voir les outardes passer au-dessus du pensionnat. Je savais très bien où s'en allaient ces outardes, c'est vers mon territoire. Je sais sur quel lac ils atterrissent, le premier lac qui atterrissent à mon territoire. Je savais exactement. Ça me manquait beaucoup. Ça m'a beaucoup affecté tous les printemps de voir ces outardes voler au-dessus du pensionnat ou de les entendre passer au-dessus. Oui, je survivrai. J'en suis persuadé. J'ai assez de connaissances de la vie en forêt pour pouvoir le faire. Ce territoire de votre enfance, ces aires de chasse de votre enfance, c'est plus tout à fait les mêmes maintenant à cause du développement, des mines, de la foresterie. Oui, le climat. C'est dramatique pour votre peuple. Oh oui. Oh oui, je me souviens le lac Opawika, qu'on appelle en Cré, où j'allais tous les printemps, jusqu'à tout récemment. T'arrêtais sur un chemin forestier, t'avais à peu près 7 kilomètres à marcher en forêt pour me rendre au campement de mon frère aîné, Wally. Donc, t'avais près 7 kilomètres à marcher en forêt avant de se rendre au lac, au Opawika. Et il y a un printemps, je suis arrivé et toute la forêt avait été coupée. Et je pouvais voir de la route le lac dorénavant. Je ne sais pas si tu peux saisir le choc que ça provoque en toi. Ça faisait plus de 30 ans que j'allais à ce camp printanier pour la chasse à l'outarde. La joie de marcher en forêt pour me rendre. Finalement, il n'y avait aucun arbre. La tristesse qui m'a envahi à ce moment-là et la désolation devant mes yeux. Et j'ai repensé à mon frère aîné qui est maintenant décédé. Qu'est-ce qu'il aurait senti et pensé, lui, de voir ça. Alors, j'ai tout simplement déposé mes fusils dans le camion et je suis retourné au village. Je pouvais pas vivre ça. Donc c'était la dernière fois, presque la dernière fois que je suis allé à la chasse à l'outarde, le printemps. C'est le printemps pour nous qu'on fait ça. Alors, c'est peut-être, je suis peut-être retourné 3-4 fois mais depuis ce temps-là, à la chasse à l'outarde. Tellement que ça m'a bouleversé, cette scène. Ça fait partie aussi du combat des Premières Nations, de convaincre le monde industriel de réconcilier les aspirations économiques avec le besoin de protéger vos territoires. C'est mal compris, ça. Oui, et le bouleversement que le territoire Cré a connu depuis les 50 dernières années est totalement bouleversant. Il n'y a pas d'autre mot parce que au cours des 50 dernières années, il y a eu un développement forestier, un développement minier,
développement hydroélectrique, réchauffement climatique dans ce territoire en l'espace de 50 ans. Et ceux qui vivent sur le territoire le voient, le sentent. Même on le voit dans les trajectoires, dans les routes migratoires des animaux. Même les outardes passent rarement au-dessus de Waswanipi maintenant. Puis avant, elle passait tout le temps? Oui. Donc, même les outardes ont changé de route. Donc, on le voit, nous, et on le sent également dans le territoire. Je suis absolument ravi et reconnaissant envers Jack Layton, Feu Jack, parce qu'à l'époque où il m'a finalement convaincu, il m'a courtisé pendant 5-6 ans, je crois, à partir de 2005. Puis pourquoi vous vouliez pas à l'époque? Parce que mes enfants grandissaient encore. Okay. À cause des enfants principalement. Et quand il a finalement décidé de me présenter en 2011, l'intention pour moi était de me présenter à Québec. Ça faisait 20 ans que je travaillais à partir de Québec. Et par conséquent, je connaissais tout le monde à Québec. Et j'étais confiant que je pouvais gagner à Québec. Et il m'a dit, tu sais, Roméo, je suis allé le voir chez lui à Toronto, sur la rue Huron. Ça s'invente pas, ça, hein? Non. Et je suis allé le voir, on a parlé pendant 3 heures de temps. J'ai fait part de mon intention de me présenter à Québec et il m'a dit, Jack m'a jamais dit non. Mais il m'a dit, je vais te l'expliquer ainsi. Donc, il a commencé, il dit, tu sais, tous les défis mondiaux que nous avons à travers le monde, le changement climatique, la protection de l'environnement, notre défi par rapport à l'eau, les Autochtones, le Nord, l'avenir de l'Arctique, etc. Tous ces défis que nous retrouvons à travers la planète se retrouvent également dans cette circonscription d'Abitibi-Baie-James, Nunavik-Kiyou. Et il m'a dit, alors mon ami, je t'invite à ce que tu retournes chez toi. Et c'est pour ça que je me suis présenté dans cette circonscription. C'est à cause de lui. Le temps file. Je veux vous demander, avez-vous une lecture marquante? Un livre? Je lis beaucoup. Puis depuis longtemps que j'ai lu les mémoires d'Adrien, Marguerite Yourcenar. Je sais pas si vous l'avez lu. J'ai adoré ce livre. Et il y a un passage que Marguerite écrit dans ce livre où elle dit « Tu auras toujours tort lorsque tu as raison trop tôt. » Et ça me fait penser un peu à moi avec cette déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans un projet de loi privé. Je sais que dans une génération ou deux, les gens vont me remercier parce que ça va amener la réconciliation. Parce que c'est un projet de loi non seulement de réconciliation, mais également de justice et également de droits humains des peuples autochtones. Ça fait 30 ans que les Nations Unies traitent les droits des Autochtones comme droits humains. Nos tribunaux, très rarement, jusqu'à maintenant. Mais tout récemment, en 2014, dans le jugement de Chilcotin, où la Cour suprême parle beaucoup de consentement, la Cour suprême parle dans ce jugement également que la Charte des droits et libertés, les dispositions de la Charte dans la partie 1 de notre Constitution et l'article 35 dans la partie 2 de notre Constitution sont des dispositions sœurs. Ça veut dire quoi pour monsieur, madame, tout le monde? Ça veut dire que, autant que les dispositions de la Charte des droits et libertés et l'article 35 servent à limiter les pouvoirs des gouvernements provinciaux et fédéraux. Mm-hmm. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est important comme constatation et comme principe constitutionnel pour nous. Donc, ça veut dire que l'article 35 sert également à limiter les pouvoirs. Donc, les pouvoirs par rapport aux ressources des provinces, par exemple, ne sont pas absolus parce qu'il y a des droits autochtones qui sont rattachés à ces ressources-là. C'est ça que ça veut dire. On parle souvent dans les médias de ce qui va mal chez les Autochtones. Oui. Les réserves, l'eau, les soins sociaux, etc.
Vous, Roméo Saganash, qu'est-ce qui vous donne espoir? Ce que je vois présentement à travers le pays, j'ai fait beaucoup de routes depuis 7 ans et demi à travers le pays. Et je rencontre beaucoup de monde à travers le pays, et particulièrement les jeunes, de l'âge de Maïté et de mon fils Félix. Je les rencontre beaucoup, et ce que je m'aperçois, c'est que quand j'avais leur âge, je n'avais pas ce niveau d'éducation et je n'avais pas conscience autant qu'eux de mes droits en tant qu'Autochtone. Et ça, je le vois. Donc, la prochaine génération d'Autochtones, je vous préviens tout de suite, watch out. Parce qu'ils vont être très forts, ils vont être multilingues, polyglottes, ils vont connaître leurs droits, ils vont être éduqués. Et ça me donne espoir. Ça, je le vois beaucoup. Dernière question, le temps file. Qu'est-ce qui a changé entre le Roméo Saganash qui menait la bataille contre Grande Baleine, puis Roméo Saganash qui s'apprête à tirer sa révérence de la politique? Les cheveux blancs. Ça, c'est clair. Mais je pense que je parlais de cette belle expérience tout à l'heure. J'ai hésité pendant longtemps, comme vous savez. Maintenant, après plus de 7 ans et demi, je suis très content de l'avoir fait. Et je suis très content que Tom Mulcair et Jack Layton m'ont convaincu de le faire. Cette expérience m'a permis de comprendre cette grosse machine qui est le gouvernement fédéral et comment ça fonctionne de l'intérieur. Même si je peux pas faire de lobbying ici pendant quelques années, je pense que je vais pouvoir continuer à conseiller beaucoup de personnes par rapport au gouvernement fédéral et comment ça fonctionne ici. Je suis extrêmement content de l'avoir fait. Si c'était à recommencer, je le referais, mais je pense que 8 ans au fédéral, 8 ans au Parlement, c'est bien suffisant pour moi. Je veux rester sain d'esprit. Merci beaucoup. Merci à toi. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire. Oui, 5 étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook. Vous pouvez lire mes chroniques sur le site de TVA Nouvelles, encore écouter mes analyses, que ce soit à Mario Dumont, La Joute à LCN, au bulletin de 22h avec Sophie Thibault à TVA, ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche que j'anime, La Joute, édition dimanche à 10h et 17h sur LCN. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuelle Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.